Kirito est un pauvre loser solitaire, un peu comme vous, qui passe ses journées entières à jouer avec sa manette. Jusqu'au jour où il se retrouve piégé dans un jeu et ne peut en sortir qu'après avoir terminé tous les niveaux, alors il décide de s'y mettre. Enfin, pas pour finir le jeu, mais plutôt pour draguer toutes les jolies filles qu'il peut. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout mou. Puis il débloque une compétence de triche et devient le plus fort des beaters. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout cela commence alors que la phase de test bêta est enfin terminée, et que le tout premier MMORPG VR en immersion totale au monde, Sword Art Online, était à quelques minutes de son ouverture officielle. Kazuto Kirigaya, qui avait déjà testé le jeu auparavant, plaça son Nerve Gear sur sa tête et se prépara comme si c'était un moment capital. Exactement à 13 h, le dimanche 6 novembre 2022, son écran s'éteignit et il apparut à l'intérieur de l'immense ville de départ, appelée la ville des commencements. Dans ce monde, il utilisait le nom de Kirito. Alors que Kirito explorait les rues avec l'assurance d'un pro, un type remarqua son air confiant et lui demanda immédiatement de l'aide. Il se présenta comme Klein, bruyant, un peu maladroit et totalement perdu. Au lieu d'apprendre, Klein passa la majeure partie de la journée à s'amuser et à faire le pitre, tandis qu'un sanglier continuait de lui montrer son derrière comme pour se moquer de lui. Kirito ne pouvait plus supporter ça. Alors il ramassa une petite pierre et décida d'enseigner à Klein comment le système de combat fonctionnait réellement. Il expliqua comment le système cardinal du jeu aidait à activer les compétences d'épée, permettant aux attaques de toucher parfaitement si elles étaient bien synchronisées. Klein sentit la puissance l'envahir, chargea le sanglier comme un héros et le vainquit en un seul coup. Après cela, les deux passèrent tout l'après-midi à s'entraîner, à combattre des monstres et à s'amuser jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon. Tout semblait amusant, jusqu'à ce que Klein ouvre son menu et reste figé. Le bouton de déconnexion avait disparu. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, une cloche grave résonna à travers le monde. Chaque joueur fut automatiquement téléporté vers la ville des commencements. Le ciel devint d'un rouge effrayant, et des symboles d'avertissement emplirent l'air. Une immense masse de brume rougeoyante se forma au-dessus de la place et prit la forme d'une silhouette gigantesque. L'homme se présenta comme Akihiko Kayaba, le créateur de SAO. Il expliqua que le bouton de déconnexion manquant n'était pas un bug, c'était intentionnel. Puis, il montra des nouvelles du monde réel, prouvant que 213 joueurs étaient déjà morts lorsque quelqu'un avait tenté de retirer leur Nerve Gear. Le casque avait instantanément grillé leur cerveau. Kayaba expliqua à tous les règles. Si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez aussi dans la vraie vie. Et la seule façon de s'en sortir était de traverser les 100 étages d'un crâne et de vaincre le boss final. Soudain, un miroir apparut dans l'inventaire de chacun. Lorsque les joueurs s'y regardèrent, une immense vague d'énergie envahit la zone et tous les avatars changèrent, reprenant l'apparence réelle des joueurs. Klein fut choqué, mais Kirito se rappela que le Nerve Gear avait scanné leur corps lors de la configuration, ce qui expliquait la transformation. Kayaba termina son discours, déclarant qu'il avait enfin créé le monde dont il rêvait, puis disparu du ciel, laissant des milliers de joueurs dans la peur. Alors que la panique éclatait, Kirito réalisa que ce n'était plus seulement un jeu. S'il voulait rester en vie, il devait se mettre en mouvement. Au moment où le champ de force autour de la place disparut, il s'élança au loin. Il supplia Klein de l'accompagner vers une ville plus sûre. Mais Klein refusa car il ne pouvait pas abandonner ses amis. Les deux se séparèrent. Kirito courut seul, et quand il regarda en arrière un instant, il comprit quelque chose de douloureux. Il était complètement seul dans ce monde. Mais il continua d'avancer, se remémorant sa vie passée, ses difficultés et les raisons pour lesquelles il devait survivre. Son objectif devint clair, devenir assez fort pour vaincre le jeu et vivre. Un mois passa. 2 des 10 000 joueurs étaient morts jusqu'à présent. Le premier étage n'était toujours pas dégagé. Les meilleurs joueurs décidèrent d'organiser une réunion pour discuter des stratégies contre le premier boss. Un type nommé Diablo se présenta bruyamment, se vanta que son équipe avait découvert la salle du boss et dit à tout le monde de former des groupes de 6. Kirito regarda autour de lui et réalisa qu'il n'avait pas d'amis avec qui faire équipe. Puis il aperçut une fille assise seule, un peu à l'écart de tout le monde. Il s'approcha d'elle et lui demanda discrètement si elle voulait rejoindre son groupe. Elle hocha la tête. Son nom apparut en flash, Asuna. Juste après la formation des groupes, un type impulsif nommé Kibao commença à crier que les testeurs bêta étaient responsables de la mort des nouveaux joueurs. Il affirma qu'ils avaient accaparé toutes les bonnes quêtes et les meilleurs lieux de montée en niveau. Il exigea qu'ils remettent leurs objets et leur or. Avant que la situation n'explose, un homme calme et à l'allure forte, nommé Agile, s'avança avec un guide. Il expliqua que les testeurs bêta avaient créé ces guides pour aider tout le monde, et non pour les tromper. Agile dit à tout le monde d'arrêter de se disputer et de se concentrer plutôt sur la défaite du boss. La réunion se termina. Asuna s'éloigna discrètement, et Diablo la regarda avec suspicion. Cette nuit-là, pendant que le reste des joueurs célébraient, Asuna était assise seule, mangeant un simple petit pain, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Kirito s'assit à côté d'elle et plaisanta en disant que sa nourriture avait l'air déprimante. Puis, il sortit un ingrédient spécial qui rendait le pain bien meilleur et lui dit de l'essayer.
Elle hésita, mais finit par le goûter, et aima instantanément le goût. Même si elle essayait de le cacher, elle expliqua qu'elle n'était pas là pour la nourriture amusante de toute façon. Elle voulait se souvenir de qui elle était et ne pas se perdre, même si elle mourait dans ce jeu. Le lendemain matin, en route vers la salle du boss, Kirito expliqua comment le Switch fonctionnait en combat. Quand Asuna admit qu'elle ne savait pas ce que cela signifiait, Kirito réalisa que les choses pourraient être bien plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Quand ils atteignirent les portes gigantesques, elles s'ouvrirent lentement, révélant le boss du unième étage, Ilfang le Seigneur Cobalt. La bataille commença immédiatement, et Ilfang faillit anéantir toute la ligne de front avec son attaque d'ouverture. Alors qu'il combattait un sbire, Kirito bloqua son coup et cria « Switch !» Asuna s'élança en avant, frappa avec une vitesse incroyable et vainquit le monstre. Kirito fut impressionné par sa rapidité. Ilfang n'avait plus qu'une barre de vie. Le guide indiquait qu'il changerait d'arme à cette phase. Mais Diablo se précipita trop tôt. Le boss sortit soudainement une arme qui n'était pas présente dans la version bêta. Kirito cria à Diablo de courir, mais Ilfang s'élança dans les airs et le projeta contre un pilier de pierre. Kirito tenta de lui donner une potion, mais Diablo l'arrêta et accepta son destin alors qu'il se désintégrait en pixels. Kirito se releva et Asuna revint à ses côtés. Ensemble, ils chargèrent Ilfang. Elle bloqua ses attaques, esquiva ses coups et le repoussa en arrière. Kirito trouva son fourreau d'épée sous sa cape et quand elle lui dit d'attaquer ensemble, ils se précipitèrent en avant. Asuna trancha les abdominaux du boss. Kirito enchaîna avec d'autres coups. Elle frappa ensuite profondément dans son estomac, poussant Ilfang dans un mode final désespéré. Ilfang disparut un instant et délivra une entaille massive qui envoya Kirito voler. Il se releva et dit à Asuna de préparer un dernier switch. Asuna utilisa sa compétence de poussée linéaire, et Kirito utilisa une frappe puissante pour repousser la lame du boss. Alors que l'attaque allait presque toucher Asuna, elle déchaîna son mouvement d'étoile filante, et Kirito porta le coup final. Le boss du premier étage fut vaincu. Au moment où le boss s'effondra, et que le système annonça Kirito comme ayant porté le coup final, toute l'équipe de raid éclata en acclamations. Les joueurs l'entourèrent comme s'il était une sorte de héros. Mais avant même que la célébration ne puisse s'installer, Kibao cria soudainement à tout le monde de se taire. Il pointa directement Kirito du doigt et hurla, exigeant de savoir pourquoi il n'avait pas sauvé Diablo. Puisque Kirito connaissait le schéma d'attaque du boss, Kibao le blâma d'avoir laissé Diablo tomber. Quelques autres commencèrent à chuchoter que seul un testeur bêta en saurait autant sur les mouvements d'Ilfang. En entendant leurs mots, Kirito sentit la culpabilité l'envahir. Une partie de lui croyait qu'ils avaient raison, que c'était sa responsabilité. Mais il se souvint alors de ce que Diablo lui avait dit avant de mourir. « Sauve tous les autres. » Pour moi. Ces mots lui rappelèrent le poids qu'il portait désormais. Au lieu de paniquer, Kirito fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Il dit à tout le groupe qu'il n'était pas comme les faibles testeurs bêta qu'il détestait. Il dit qu'il n'était pas inutile comme eux, et qu'il avait en fait gravi des étages bien plus élevés pendant la phase de test de bêta. Il expliqua qu'il connaissait les compétences des boss parce qu'il avait combattu des monstres bien plus forts que tout ce qu'ils avaient affronté. Le visage de Kibao se tordit. Pour lui, Kirito n'était pas seulement un testeur bêta, il était bien pire. Il hurla que Kirito était un tricheur. La foule se joignit à lui, mélangeant les mots testeur bêta et tricheur jusqu'à ce qu'une nouvelle insulte soit forgée. Beater. Mais au lieu d'être offensé, Kirito sourit et dit qu'il aimait ce nom. S'il appelait un beater empêchait les gens de détester les autres testeurs bêta, alors très bien, il porterait ce titre seul. Alors que le groupe de raid se dispersait enfin, Asuna s'approcha, lui demandant comment il connaissait son nom pendant le combat. Kirito s'excusa au cas où il l'aurait mal prononcé, et fit remarquer que les noms des joueurs apparaissent au-dessus de leur barre de PV pendant le combat. Elle vérifia et vit le nom de Kirito flotter au-dessus de sa barre de vie. Elle sourit doucement, réalisant que son nom avait été visible tout ce temps. Avant qu'elle ne parte, Kirito lui dit que faire équipe était plus sûr que de combattre seul. Quand elle lui demanda ce qu'il comptait faire, il ne répondit pas, il s'éloigna simplement et mit fin à leur groupe juste au moment où la porte du 2 étages s'ouvrit. Le 4 août 2023, un petit groupe d'aventuriers paniqués loua Kirito pour avoir sauvé leur vie dans un donjon. Leur chef, Keita, demanda à Kirito son niveau. Kirito mentit et dit « niveau 20 », cachant à quel point il était réellement fort. Keita expliqua que leur guilde n'avait personne d'assez fort pour protéger la ligne de front, à l'exception de Sachi, leur membre le plus faible, et demanda à Kirito de les rejoindre. Kirito ne voulait pas s'engager, mais voyant à quel point ils étaient impuissants, il accepta. Et c'est ainsi qu'il finit par rejoindre les chattes noires au clair de lune. Le lendemain, la guilde affronta une énorme menthe religieuse dans la forêt ensoleillée. Le monstre faillit frapper Sachi, mais Kirito s'élança et lui coupa le bras juste avant qu'il ne l'atteigne. Tetsuo enchaîna et acheva la menthe religieuse en une seule attaque nette. Après le combat, Keita dit à tout le monde que les meilleures guildes avaient déjà nettoyé jusqu'au 28 étage. Il rêvait qu'un jour leur guilde serait assez forte pour se tenir à leur côté. Kirito admira l'espoir de Keita, mais il réalisa aussi qu'il n'était pas différent des élitistes, car il leur cachait son vrai niveau.
Plus tard cette nuit-là, Kirito traversait les plaines des Loops et tomba sur Klein et son groupe combattant des loups. Klein vainquit un loup puis aperçut Kirito qui observait depuis une colline. Il se précipita, riant, et demandant si Kirito s'entraînait toujours seul la nuit. Kirito ne dit pas grand-chose et s'éloigna, pensant que Klein avait toujours exactement la même apparence qu'avant. Quand Kirito revint en ville, il trouva un message de Keita disant que Sachi avait disparu de sa chambre. Kirito activa immédiatement sa compétence Vision Nocturne et suivit les empreintes fraîches qui menaient à un vieux tunnel d'égout. Là, il trouva Sachi tremblante dans l'obscurité. Elle admit qu'elle voulait échapper au monstre, à la culpabilité et au monde entier de SAO. Après avoir parlé un peu plus, Kirito réalisa qu'elle ne prévoyait pas réellement de mettre fin à ses jours, elle était juste terrifiée par tout. Il lui promit discrètement qu'il la protégerait désormais, apaisant ainsi ses peurs. Cette nuit-là, Sachi vint dans sa chambre, disant qu'elle ne pouvait pas dormir seule. Elle demanda si elle pouvait rester car les cauchemars ne s'arrêtaient pas. Kirito la laissa se reposer, et alors qu'elle s'endormait enfin à ses côtés, il lui murmura qu'elle survivrait et qu'il la protégerait quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Keita se téléporta à la ville des commencements pour acheter une maison pour leur guilde. Pendant son absence, le reste du groupe décida que c'était une occasion parfaite de récupérer du bon butin. Kirito les avertit que c'était risqué, mais ils n'écoutèrent pas. Ils voulaient des trésors et croyaient être assez forts. Au 20e étage, ils découvrirent un étrange couloir avec une porte secrète. Kirito ne se souvenait pas que cela existait dans la version bêta. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffre au trésor. Les autres coururent avec enthousiasme vers lui, pensant avoir décroché le gros lot, mais Kirito sentit que quelque chose n'allait pas. Au moment où ils l'ouvrirent, une forte alarme retentit, et de gigantesques portes métalliques se refermèrent derrière eux. Des monstres affluèrent, des diablotins et des géants de pierre. Ils paniquèrent et tentèrent d'utiliser des cristaux de téléportation, mais Kirito remarqua trop tard que la chambre bloquait toute utilisation de cristal. Les monstres attaquèrent. Un membre trébucha, et les diablotins l'assaillirent, le supprimant instantanément. Un autre fut tranché quelques secondes plus tard. Tetsuo tenta de poignarder un géant de pierre, mais le monstre ne broncha même pas avant de l'abattre. Rempli de rage, Kirito tailla en pièces chaque monstre à sa portée. Il sprinta vers Sachi, mais avant qu'il n'arrive à elle, un diablotin la frappa par derrière. Sachi regarda Kirito, sourit doucement, dit quelque chose qu'il ne put entendre et disparut en pixels. La veille de Noël arriva. Tandis que le monde entier célébrait, Kirito ne ressentait que du chagrin. Son esprit restait bloqué sur Sachi et sur la façon dont il l'avait déçu. Puis un éclaireur lui parla d'un boss secret qui laissait tomber un objet de résurrection, un objet rare qui pouvait ramener un joueur à la vie. Kirito n'hésita pas. Il partit seul à sa recherche. Alors qu'il préparait ses épées, il réalisa qu'il mourrait probablement en combattant ce boss en solo. Être que personne ne verrait jamais son corps ni même ne se souviendrait de son nom, la culpabilité d'avoir caché son niveau. La pensée que la guilde aurait pu vivre s'il avait été honnête, tout cela l'écrasait. Il décida qu'il se moquait de mourir tant qu'il pouvait ramener Sachi. Kirito sprinta à travers la forêt enneigée jusqu'à ce qu'il sente quelqu'un le suivre. Klein et sa guilde apparurent, disant qu'ils savaient qu'il chassait l'objet de résurrection et l'avertissant que c'était trop dangereux. Kirito dit qu'il devait le faire seul. Avant qu'ils ne puissent discuter, un groupe de bandits, connus sous le nom de Dragon Divines, les confronta, voulant l'objet pour eux-mêmes. Klein dit à Kirito d'aller de l'avant et de trouver le boss pendant que son équipe retenait les bandits. Kirito courut jusqu'à atteindre un arbre géant gelé. À minuit, la cloche sonna et le boss de Noël, Nicolas le renégat, descendit du ciel. Kirito chargea en avant, prêt à mourir s'il le fallait. À son retour, Klein et son escouade avaient vaincu les dragons divins. Kirito lança à Klein l'objet de résurrection. Klein le vérifia et réalisa qu'il ne pouvait ressusciter quelqu'un que dans les 10 secondes suivant sa mort, ce qui signifiait que Sachi ne pouvait pas être ramené. Kirito dit à Klein de l'utiliser sur quelqu'un d'autre à l'avenir. Quand Kirito tenta de partir, Klein l'arrêta, le suppliant de rester en vie quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, une nouvelle notification apparut dans le menu de Kirito. C'était un cadeau de Sachi. Il l'ouvrit et trouva un message vocal. La douce voix de Sachi emplit la pièce. Elle dit que s'il entendait le message, elle était déjà partie. Elle ne voulait plus qu'il se blâme. Elle se souvint de sa promesse qu'elle vivrait, et elle enregistra le message, espérant que cela le réconforterait si elle ne survivait pas. Elle admit qu'elle avait toujours su que Kirito était plus fort qu'il ne le prétendait, même si elle ne comprenait pas pourquoi il se cachait. Le message se termina, elle lui dit de vivre sa vie, d'explorer ce monde, et de chanter quelque chose pour Noël pour eux deux. Le 3 juin 2024, les joueurs les plus forts de Sword Art Online étaient réunis pour une grande réunion stratégique aux 56 étages. Tout le monde parlait sérieusement de la façon de gérer le prochain boss. Au milieu de tout cela, Asuna suggéra soudainement un plan fou. Elle dit qu'il devrait traîner le boss de terrain dans un village voisin et le combattre à l'intérieur de la ville. Kirito fut immédiatement en désaccord, disant que les villageois PNJ seraient tous anéantis si cela arrivait.
Mais Asuna répondit froidement que les PNJ n'avaient aucune importance et que Kirito devrait simplement écouter et suivre ses décisions. Son ton indiquait clairement qu'elle ne plaisantait pas. Un mois plus tard, en avril, Kirito faisait la sieste sous un arbre au lieu de farmer les étages comme les autres joueurs. Asuna apparut sous le même arbre et lui demanda pourquoi il dormait pendant un moment si important. Kirito lui dit que le temps à Aincrad était parfait et que cette saison semblait paisible. Kirito lui dit calmement que ce château flottant était désormais leur vie et qu'elle devait apprécier les petites choses. Il lui dit de s'allonger à côté de lui et de regarder le ciel pour comprendre. Elle le fit, et sans s'en rendre compte, elle s'endormit aussi. Des heures plus tard, Kirito se réveilla et trouva Asuna endormie à côté de lui. Un groupe de joueurs aléatoires passa et commença à crier des blagues, leur disant de prendre une chambre. Kirito leva les yeux au ciel et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand il la traita en plaisantant de moche quand elle dormait, elle faillit l'attaquer sur le champ. Puis elle dit qu'elle lui offrirait un repas pour arranger les choses. À l'intérieur d'un petit restaurant, Asuna le remercia d'avoir veillé sur elle. Elle expliqua que même dans les zones sûres, les joueurs pouvaient toujours être piégés et mourir. Certains tueurs déplaçaient la main d'un joueur endormi sur son menu pour accepter un duel à son insu. La victime ne se réveillait jamais avant de mourir. À ce moment précis, un cri fort résonna à l'extérieur. Kirito et Asuna s'élancèrent dehors et virent un homme pendu à une corde avec une lance plantée dans sa poitrine. Son corps se désintégra en particules instantanément. Kirito se demanda comment quelqu'un avait pu être tué dans une zone sûre sans que personne ne voie de notification de duel. À l'intérieur d'une tour voisine, Asuna s'inquiétait que quelqu'un ait trouvé un moyen d'assassiner des joueurs à l'intérieur des villes, ce qui était censé être impossible. Elle demanda à Kirito de l'aider à enquêter avant que le jeu ne devienne encore plus dangereux. Dehors, Kirito commença à demander si quelqu'un avait vu quelque chose. Une fille s'avança et se présenta comme Yalko. Elle expliqua que le nom du joueur décédé était Cain, et qu'ils étaient tous deux entrés dans la ville ensemble. Après qu'ils se soient séparés, elle le trouva pendu à la tour, juste avant que son âme ne parte pour le Nirvana. Kirito et Asuna emmenèrent Yalko au magasin d'Agile pour examiner la lance. Utilisant sa compétence d'évaluation, Agile découvrit que l'arme avait été fabriquée par un forgeron joueur. Le nom sur l'arme était Grimlock. Quand Asuna demanda qui c'était, Yoko dit qu'ils faisaient tous partie de la même guilde quelques mois auparavant. Elle commença à raconter toute l'histoire. 6 mois plus tôt, leur guilde avait trouvé un anneau rare laissé par un monstre puissant. Ils ne pouvaient pas décider s'il fallait le vendre ou le garder. La plupart des membres votèrent pour le vendre. Mais avant que leur chef, Raselia, ne puisse effectuer la vente, elle fut tuée. Kirito pensa immédiatement que quelqu'un de la guilde l'avait être assassiné. Yulko expliqua alors que Grimlock était le mari de Raselia dans SAO, et qu'il pourrait être en train de traquer chaque membre qui avait voté pour vendre l'anneau. Yoko était l'un des membres qui avait voté pour le garder. Cain en était un autre. Le troisième membre était un homme nommé Schmidt qui combattait maintenant en première ligne. Alors Kirito et Asuna emmenèrent Yoko pour avertir Schmidt. Quand ils lui dirent ce qu'ils avaient appris, Schmidt se figea de peur. Yoko cria soudainement qu'ils étaient tous coupables d'avoir voté et qu'elle souhaitait que toute la guilde paie pour ce qui s'était passé. Avant que quiconque ne puisse réagir, un poignard vola dans son dos. Yoko tomba au sol et disparut. Kirito repéra rapidement une silhouette encapuchonnée sur un toit et la poursuivit. L'homme sortit un cristal de téléportation. Alors que la cloche de la ville sonnait, l'homme encapuchonné se téléporta avant que Kirito ne puisse entendre le sort. Quand Kirito revint, Schmidt insista sur le fait que la silhouette encapuchonnée ressemblait à Riselia et affirma qu'elle était revenue d'entre les morts pour se venger. Plus tard cette nuit-là, Asuna s'assit dehors avec Kirito et admit qu'elle avait peur. Elle dit que c'était être vraiment le fantôme de Riselia. Kirito secoua la tête et expliqua que les fantômes n'avaient pas besoin de cristaux de téléportation. Asuna tendit à Kirito de la nourriture qu'elle avait préparée plus tôt, mais dit que la durabilité était presque épuisée. Kirito prit une bouchée et réalisa que c'était un objet spécial qui pouvait restaurer les PV d'un joueur. Il regarda Asuna, qui dormait déjà, et sourit. Il savait qu'elle essayait de l'aider à sa manière. Kirito a pris une bouchée et a dit que c'était bon, mais le sandwich s'est immédiatement désintégré. À ce moment-là, Kirito a compris comment les fausses morts étaient orchestrées. Il a dit à Asuna de le retrouver plus tard au cimetière. Pendant ce temps, Schmidt se rendit seul à la colline de la Croix, l'endroit désigné comme la tombe de Reselia. Là, une silhouette spectrale apparut et le força à avouer. Terrifié, Schmidt admit avoir été manipulé par une lettre anonyme, lui demandant de noter l'emplacement de Reseli après le vote. Il pensait que c'était inoffensif, mais n'avait jamais imaginé qu'elle mourrait. Soudain, Bialko apparut, bien vivante, révélant son visage. Elle lui dit qu'ils avaient enregistré sa confession. Cain sortit également, prouvant qu'il était aussi en vie. Schmidt réalisa enfin qu'il avait été dupé depuis le début. De retour en ville, Kirito expliqua à Asuna comment tout cela fonctionnait. Yoko et Cain n'étaient jamais morts. Cain avait délibérément frappé l'armure de Kirito plus tôt, faisant comprendre à Kirito que la durabilité de leur armure était presque épuisée. Quand leur armure se brisa complètement, ils firent semblant de mourir. Cain s'était téléporté au moment même où son armure volait en éclats.
Yoko s'était poignardée plus tôt, puis avait tourné le dos, afin que personne ne voie son armure se briser juste au moment où elle s'effondrait. Kirito révéla alors que l'homme encapuchonné n'était pas Grimlock, après tout. C'était en fait Cain, déguisé en lui. Ils avaient simulé leur mort juste pour démasquer le véritable meurtrier. Quand Asuna vérifia leur liste d'amis, elle vit Yoko, bien vivante, au 19e étage, confirmant ainsi toute l'histoire. Au même moment, Yoko et Cain célébraient discrètement. Ils croyaient enfin avoir suffisamment de preuves pour démasquer Schmidt et l'enfermer pour toujours. Mais Schmidt continuait d'essayer de se défendre, affirmant que tout ce qui était arrivé à Rhyslia n'était qu'une erreur. Au moment où il tentait de s'expliquer, un couteau frappa soudain son épaule. Il réalisa instantanément que c'était une lame paralysante, car tout son bras devint raide. 3 hommes sortirent de l'ombre. Leurs étiquettes de nom brillaient en orange, signifiant qu'ils étaient des joueurs orange, des criminels. Schmidt les reconnut immédiatement. C'étaient des membres du Cercueil Rieur, une guilde terrifiante de tueurs de joueurs, réputée pour assassiner des gens juste pour le plaisir. Avant même que Schmidt ne puisse respirer, le chef brandit un couperet vers lui pour achever le travail, mais soudain, un cheval surgit de la brume. Kirito arriva tel un chevalier et cria que des dizaines de joueurs de première ligne étaient en route. Il sauta, dégaina son épée et fit face au tueur. Le chef du Cercueil Rieur marqua une pause, puis claqua des doigts, signalant à ses hommes de ranger leurs armes. Sans dire un mot de plus, ils firent demi-tour et s'enfoncèrent droit dans le brouillard jusqu'à disparaître. Une fois le danger écarté, Schmidt s'assit, sous le choc, ne comprenant pas comment Kirito les avait trouvés. Kirito expliqua qu'il avait tout compris plus tôt, après avoir réalisé que les armes de Yalko et de Cain avaient toutes deux été fabriquées par Grimlock. Grimlock aurait dû être le Pacifique, mais Kirito comprit qu'il avait laissé le plan se dérouler pour cacher son véritable motif. Kirito raconta qu'il buvait du thé avec Asuna plus tôt, et elle avait mentionné que le mariage dans SAO était le lien le plus fort entre deux personnes, car ils pouvaient partager leur inventaire instantanément. Après avoir entendu cela, Kirito réalisa quelque chose d'important. Si Rhyslia mourait, Grimlock recevrait automatiquement tous ses objets, y compris la bague rare. Cela signifiait que Grimlock avait une raison de la tuer. Quand Schmidt entendit cela, il réalisa que Grimlock devait être celui qui lui avait envoyé la lettre anonyme. Kirito ajouta que Grimlock avait être engagé les membres du Cercueil Rieur pour éliminer tout le monde avant que la vérité n'éclate. À ce moment-là, Asuna arriva, traînant Grimlock avec elle. Yoko s'avança et demanda pourquoi il avait assassiné sa propre femme. Le visage de Grimlock se tordit tandis qu'il répondait. Il dit que Rhyslia, dans le monde réel, était timide et douce, mais à l'intérieur de SAO, elle était devenue confiante et courageuse. Il dit que la voir changer le faisait se sentir faible, inutile et effrayé qu'elle le quitte, au lieu d'accepter qu'elle était devenue plus forte. Il voulait garder l'ancienne version d'elle, celle qu'il sentait pouvoir contrôler, alors il a choisi de la tuer ici et de s'accrocher à la version qu'il désirait. En entendant cette confession dégoûtante, Asuna déclara que Grimlock était un homme pathétique qui n'avait jamais aimé Rhyslia. Il ne voulait pas d'une partenaire, il voulait la posséder. Cain s'avança et dit qu'il déciderait de la punition de Grimlock. Yako et Cain l'entraînèrent alors que le ciel commençait à s'éclaircir. Au lever du soleil, Asuna regarda Kirito et lui demanda ce qu'il ferait si quelqu'un qu'il aimait s'avérait être différent de ce qu'il avait imaginé. Kirito répondit qu'il se considérerait chanceux, car découvrir de nouvelles facettes d'une personne ne ferait que l'aimer davantage. L'expression d'Asuna s'adoucit, elle apprécia sa réponse et se tourna pour partir. Avant de s'éloigner, l'image spectrale de Rhyslia apparut brièvement derrière eux, observant en silence. Asuna s'arrêta et demanda à Kirito de l'ajouter en ami. Elle plaisanta en disant que son moi solitaire avait désespérément besoin d'amis, car personne ne voudrait traîner avec lui de son plein gré, puis elle lui dit de venir manger avec elle. Un nouveau jour le 24 juin 2024. Une jeune fille polissait l'épée d'Asuna. Après avoir terminé, elle demanda pourquoi Asuna n'était pas sur les lignes de front aujourd'hui. Asuna répondit qu'elle avait une réunion importante. La forgeronne sourit et réalisa qu'Asuna allait à un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle appréciait clairement. Quand la cloche sonna, Asuna se précipita dehors, et la forgeronne soupira, disant qu'elle aussi aurait aimé avoir quelqu'un comme ça. Le lendemain, Kirito entra dans la boutique de la forgeronne, celle de Rika, et demanda si elle fabriquait des armes sur mesure. Rika le dévisagea de haut en bas et plaisanta en disant qu'il n'avait pas l'air de quelqu'un qui pouvait se permettre quoi que ce soit de spécial. Kirito révéla alors son épée. Quand elle vit la lame d'un noir de jet, elle se figea. Réalisant que c'était l'Elucidator, l'une des armes les plus rares de tout le jeu, elle se demanda pourquoi son épée était si énorme et puissante. Quand Kirito demanda si elle pouvait en fabriquer une autre similaire, Rika lui montra fièrement sa meilleure épée, la qualifiant de son chef-d'œuvre ultime. Kirito décida de la tester en la frappant légèrement contre l'Elucidator. Son épée se brisa instantanément. Rika regarda avec horreur les morceaux s'évanouir. Choquée, elle demanda pourquoi son épée était si solide. Kirito répondit simplement que son arme n'était pas assez durable. Rika expliqua qu'elle pourrait fabriquer une arme plus solide si elle avait le bon matériau. Elle dit que dans les montagnes de l'Ouest, un dragon produisait un métal rare que les forgerons utilisaient pour créer des armes de première qualité.
Kirito ne voulait pas l'emmener car c'était dangereux, mais elle insista sur le fait qu'une forgeronne maîtresse devait être présente. Alors, il n'eut d'autre choix que de l'emmener. Quand ils atteignirent les montagnes froides, Rika ne cessait de trembler à cause du vent glacial. Kirito enleva son manteau et l'enroula autour d'elle. Elle le renifla et dit qu'il sentait comme 2 semaines de miettes de biscuits en sueur. Pendant qu'il cherchait, elle aperçut des cristaux lumineux et les trouva magnifiques. Elle tenta de courir vers eux, mais Kirito l'arrêta et la prévint de ne pas bouger tant qu'il n'aurait pas réglé le problème du dragon. Kirito s'avança et vit le dragon se réveiller. Il cria à Rika de se cacher derrière les cristaux. Quand elle essaya de dire qu'elle irait bien, il lui intima d'écouter. Elle obéit finalement, et il la qualifia de bonne fille avant de s'éloigner. Le dragon rugit en se réveillant et projeta un souffle glacial sur Kirito. Il le bloqua avec sa lame, choquant Rika par sa force. Kirito riposta, attaquant le dragon et lui tranchant un membre. Mais alors que Rika lui criait de l'achever, le dragon tourna et envoya une rafale glaciale vers elle, la projetant dans un gigantesque trou dans le sol. Elle tomba, mais Kirito sauta et lui attrapa la main. Ils tombèrent tous deux plus profondément dans la fosse. Quand ils se réveillèrent, Rika réalisa que Kirito avait amorti sa chute avec son propre corps. Il lui tendit une potion de résurrection pour restaurer sa santé. Elle le remercia et se demanda comment ils allaient sortir. Rika essaya d'utiliser un cristal de téléportation, mais rien ne se produisit. Kirito supposa que la grotte bloquait la téléportation. Kirito tenta de grimper en courant droit sur la paroi glacée, se propulsant à plus de 100 mètres de hauteur, mais il glissa sur la glace, s'écrasa et dit qu'il avait juste besoin d'un élan plus long. Rika lui dit qu'il avait aussi besoin d'un meilleur visage. Cette nuit-là, ils dormirent l'un près de l'autre dans la grotte froide. Rika dit que c'était étrange de se trouver à côté de quelqu'un qu'elle connaissait à peine, dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle lui demanda pourquoi il avait risqué sa vie pour la sauver. Kirito répondit qu'il préférerait mourir plutôt que de laisser quelqu'un d'autre mourir, surtout quelqu'un comme elle. Elle lui demanda ensuite si elle pouvait lui tenir la main, car elle voulait de la chaleur, et se demanda si quoi que ce soit ici était réel ou juste des données. Le lendemain matin, Kirito trouva un cristal dans la neige. Rika le vérifia en utilisant l'appraisal et s'écria « C'était le cristallite qu'ils étaient venus chercher !» Elle demanda pourquoi il était enfoui dans la neige. Kirito expliqua que c'était en fait la tanière du dragon et que le cristallite était en gros quelque chose que le dragon avait laissé derrière lui, des excréments de dragon. Juste à ce moment-là, le dragon s'envola de nouveau dans la fosse. Kirito souleva Rika sur son épaule et courut le long des parois. D'un bond, il atterrit sur le dos du dragon. Le dragon s'élança vers le haut, traversant le trou et les emportant tous deux dans le ciel. Ils volèrent loin au-dessus des montagnes, s'élevant dans les nuages. Rika attrapa la main de Kirito et cria quelque chose. Mais le vent déchaîné était si fort qu'il ne put entendre un seul mot qu'elle prononça. Plus tard ce jour-là, quand Kirito et Rika retournèrent à sa boutique, elle commença immédiatement à travailler le minerai qu'ils avaient trouvé. Elle le martela encore et encore, mettant toutes ses émotions dans chaque coup. Pendant qu'elle travaillait, elle ne cessait de penser à tout ce qui s'était passé dans les montagnes, et ses sentiments pour Kirito devinrent plus forts. Elle pensa même à lui dire à quel point elle l'appréciait une fois l'épée terminée. Après un dernier coup, le minerai brillant s'illumina et se transforma en une toute nouvelle arme, une magnifique lame de couleur sarcelle. Elle la nomma Dark Repulsor, sa plus grande réussite. Kirito la souleva et la fit tournoyer dans l'air. La lame fendait l'air en douceur, et il sourit, disant que c'était incroyable. Tout le visage de Rika s'illumina, car ces mots signifiaient tout pour elle. Se sentant audacieuse un instant, Rika demanda si elle pouvait être sa forgeronne personnelle à partir de maintenant. Elle dit qu'elle voulait prendre soin de ses épées pour toujours, essayant d'atteindre sa main. Juste au moment où elle allait la saisir, la porte de la boutique s'ouvrit en grand, et Asuna entra en courant. Elle serra Rika fort dans ses bras, folle d'inquiétude parce qu'elle avait disparu. Rika lui raconta qu'elle s'était retrouvée piégée dans une immense fosse avec un dragon. Asuna remarqua Kirito derrière elle et demanda comment ils se connaissaient. Kirito expliqua qu'Asuna et lui étaient des joueurs de première ligne. Asuna ajouta qu'elle lui avait déjà parlé de la boutique de Rika. Rika se figea. Cela signifiait que c'était le gars dont Asuna parlait tout le temps. La réalisation écrasa Rika intérieurement. Asuna demanda si Kirito avait fait quelque chose d'étrange. Rika essaya de rester calme et dit que la seule chose qu'il avait faite était de briser sa meilleure épée le premier jour. Puis elle taquina Asuna, disant que Kirito avait une énorme épée noire qu'elle devrait aller voir avant de s'enfuir de la boutique, embarrassée. Alors que le soleil se couchait, Rika pleura seule sous un pont. Kirito finit par la trouver. Elle lui demanda pourquoi il était venu, disant qu'il n'aurait pas dû se déranger. Kirito désigna la grande tour en ville et dit qu'il l'avait cherchée partout. Rika s'excusa d'avoir agi étrangement plus tôt et lui demanda d'oublier tout ce qu'elle avait dit. Mais Kirito lui dit quelque chose d'inattendu. Il voulait la remercier. Il dit qu'elle était la première personne à lui faire réaliser qu'il voulait réellement vivre. Leur chute dans la fosse, le combat contre le dragon, tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, lui fit comprendre qu'il tenait à survivre. En entendant cela, Rika admit qu'elle aussi cherchait quelque chose de réel dans ce monde factice de données. Pour elle, le moment où elle lui avait tenu la main fut la première fois qu'elle ressentit une chaleur qui ne venait pas du code du jeu,
Même si elle était encore blessée, elle dit qu'elle finirait par se sentir à nouveau normale. Avant de partir, elle le supplia de terminer ce jeu mortel et de lui rendre visite chaque fois qu'il aurait besoin de faire réparer son épée, car elle avait les meilleures mains de la ville. Le lundi à 7 octobre 2024, Kirito combattait un mini-boss. Il esquiva sa charge éclair et le trancha net en plein milieu. Après quelques coups, le monstre se brisa en éclats bleus. 2 années complètes s'étaient écoulées depuis que le jeu avait piégé tout le monde à l'intérieur. Kirito se demanda si le créateur l'observait, mais il rentra chez lui. Plus tard, en marchant dans la forêt, il aperçut l'un des animaux les plus rares de tout le jeu, un lapin super rare. Il lui lança rapidement une aiguille de lancer. Le lapin courut droit dans son piège, et Kirito l'attrapa avant qu'il ne disparaisse. De retour au 50e étage, il montra à Agile le butin rare. Agile paniqua, disant que c'était un ingrédient de classe S et que seuls les meilleurs chefs pouvaient le cuisiner. Kirito admit qu'il n'était pas doué en cuisine. Juste à ce moment-là, Asuna apparut, et Kirito réalisa qu'il connaissait la chef parfaite, mais le garde du corps d'Asuna le fusilla du regard comme s'il voulait se battre. Kirito interrogea Asuna sur son niveau de cuisine. Elle dit qu'elle l'avait maximisé. Kirito lui montra le lapin rare et plaisanta en disant qu'elle pourrait goûter sa viande si elle la cuisinait bien. Asuna faillit le gifler pour cela et en exigea la moitié. Kirito accepta, alors ils quittèrent la boutique ensemble. Agile supplia pour une bouchée, mais Kirito ne lui promit qu'une photo. Asuna demanda où elle devait cuisiner le lapin. Kirito hésita maladroitement, alors elle l'invita chez elle. Elle renvoya son garde du corps, Kuradiel, qui fut offensé. Elle faisait plus confiance à Kirito. Il tenta de lui prendre la main, disant qu'elle avait besoin de protection, mais elle lui ordonna de se retirer. Sa colère monta en flèche au moment où Kirito s'éloigna avec elle. Quand ils atteignirent le 60e étage, Kirito fut choqué par l'odeur propre et élégante de son quartier, comparée à la boutique poussiéreuse d'Agile. À l'intérieur de la maison d'Asuna, il réalisa qu'elle était bien plus riche que lui. Asuna commença à découper la viande de lapin et prépara un ragoût. Pendant que le plat cuisait, elle prépara des accompagnements. Kirito resta assis là, ressentant une étrange sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Chaleur, confort, vie normale. Quand elle sortit le plat, Kirito pouvait à peine croire que quelque chose qu'il avait chassé sentait si bon. Après avoir mangé, Asuna dit que leur vie était devenue étrange. Elle avait l'impression de vivre dans ce château flottant depuis toujours. Kirito admit qu'il se souvenait à peine du monde réel, car tant de gens avaient cessé d'essayer de s'échapper. Asuna dit qu'elle voulait toujours revenir, et Kirito fut d'accord. Elle marqua ensuite une pause, le regarda en face et plaisanta en disant qu'il ressemblait à tous les gars juste avant de faire une confession. Elle rit, le faisant rougir, elle le taquina de n'avoir jamais eu de petit ami, et il admit que c'était pourquoi il était toujours resté seul. Asuna le prévint que combattre seul était trop risqué maintenant, surtout après le 70e étage, car les monstres avaient des schémas imprévisibles. Kirito dit que les groupes le ralentissaient. Elle trancha immédiatement l'air avec son couteau, montrant une vitesse incroyable, le choquant. Elle lui demanda de rejoindre son groupe, disant qu'elle était fatiguée de son garde du corps qui sentait le putois. Elle lui envoya une invitation de groupe. Kirito tenta de refuser, disant que les lignes de front étaient trop dangereuses. Mais Asuna brandit de nouveau son couteau, alors il accepta par peur, la rendant extrêmement heureuse. Devant sa maison, elle sourit au ciel, se demandant si ce moment paisible était ce que le créateur voulait que le monde ressente. Le lendemain, alors que Kirito était encore à moitié endormi, Asuna tomba soudainement sur lui à travers un portail de téléportation. Kirito ouvrit les yeux et réalisa que ses mains avaient accidentellement atterri là où elles ne devaient pas. Asuna le gifla si fort qu'il roula sur le sol. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Kuradiel apparut à travers la porte. Asuna se cacha derrière Kirito, terrifié parce que Kuradiel rôdait depuis tôt le matin. Protection. Il lui attrapa le bras et tenta de l'emmener, mais Kirito intervint et dit qu'elle était prise pour la journée. Kuradiel devint furieux et défia Kirito. Il voulait prouver qu'un beater inutile ne pouvait pas la protéger. Le compte à rebours du duel commença. D'un seul coup, Kirito brisa instantanément la lame de Kuradiel, remportant le combat. Asuna fut choqué par la rapidité de la fin. Kuradiel tenta d'attaquer de nouveau comme un lâche, mais Asuna le bloqua sans effort et le renvoya sur le champ, lui ordonnant de retourner au quartier général. Il partit, bouillonnant de rage, et dans un coin de la foule, un tueur du cercueil rieur s'éclipsa discrètement, inaperçu. À l'intérieur du gigantesque labyrinthe du 74e étage, Asuna combattait déjà seule un chevalier squelette. Elle se déplaçait si vite que le monstre ne pouvait même pas la toucher. Elle esquivait chaque attaque comme au ralenti, et Kirito comprit enfin pourquoi les gens l'appelaient éclair fulgurant. Asuna bondit en avant, piquant le squelette encore et encore avant de lui trancher les jambes pour l'affaiblir. Après son combo rapide, elle cria « Échange !» Kirito se précipita et utilisa son barrage quadruple, frappant le squelette encore et encore. L'ennemi tenta de lancer une dernière attaque, mais Kirito tourna sur lui-même et l'acheva d'une entaille circulaire qui le transforma en particules bleues.
Quelque temps plus tard, ils atteignirent enfin une immense paire de portes qui ressemblait à l'entrée d'une salle de boss. Asuna voulut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Kirito lui dit de tenir fermement son cristal de téléportation au cas où quelque chose tournerait mal. Ils poussèrent les portes ensemble et entrèrent lentement. Alors que les torches s'allumaient de flammes bleues, un démon géant ressemblant à un taureau sortit. Sa taille seule les fit tous deux reculer. Une fois échappés, Asuna admit que le boss était bien trop fort pour eux deux seulement. Ils avaient besoin de plusieurs tanks pour absorber les dégâts. Kirito dit qu'ils auraient besoin d'au moins 10 utilisateurs de boucliers. Asuna remarqua soudain quelque chose d'étrange. Kirito n'utilisait jamais le bouclier, même si son style d'épée le permettait. Elle remarqua aussi qu'il n'utilisait pas l'épée que Rika lui avait fabriquée. Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, elle se rappela qu'elle avait apporté le déjeuner. La pensée de la cuisine d'Asuna distraya instantanément Kirito. Juste à ce moment-là, une autre guilde entra, c'était Klein et son groupe de joyeux lurons bruyants. Klein courut vers Kirito lui demandant pourquoi il traînait avec une si jolie fille. Asuna annonça fièrement qu'elle et Kirito étaient maintenant dans le même groupe. Klein fit semblant d'avoir le cœur brisé, disant que Kirito avait brisé le code fraternel pour une fille. Avant que les taquineries ne cessent, une deuxième guilde arriva, la Force de Libération d'Ankrad. C'étaient d'énormes joueurs blindés qui surveillaient autrefois le lunaire étage. Kirito pouvait dire qu'il n'avait aucune idée de la dangerosité du boss. Alors il suggéra de les suivre. Quelques minutes plus tard, ils entendirent un cri provenant de la salle du boss. Kirito et Asuna sprintèrent vers le son. Quand ils atteignirent la chambre, le boss Gleam Eyes était déjà en train de démolir les chevaliers. Les barres de PV des joueurs étaient presque vides. Gleam Eyes rugit, drainant encore plus leur santé, puis les projeta au sol. Un chevalier fut projeté à l'entrée et mourut sur le champ alors que son armure se brisait. Les yeux d'Asuna s'écarquillèrent quand elle vit un autre chevalier sur le point d'être tué, elle ne put rester immobile. Elle courut droit sur le boss, Kirito la suivit immédiatement, et Klein réalisa que ce pourrait être son dernier jour en vie. Asuna utilisa sa compétence linéaire, mais le démon la frappa d'un coup de poing si puissant qu'elle fut projetée en arrière, ses PV chutèrent dangereusement bas. Kirito glissa devant elle et bloqua l'épée massive du boss, lui criant de battre en retraite. Pendant ce temps, Klein et son équipe entraînèrent les chevaliers restants loin du danger. Kirito arrêta l'attaque de souffle de feu du démon, mais ses PV chutaient rapidement. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir seul. Aucun joueur seul ne pouvait vaincre un boss d'étage. Puis il regarda Asuna, Klein, les joueurs blessés, et se souvint des derniers instants de Sachi. Il ne pouvait plus jamais laisser une autre personne mourir devant lui. Il cria à Asuna et Klein de distraire le boss pendant seulement 10 secondes, c'était tout ce dont il avait besoin. Pendant qu'il retenait le démon, Kirito ouvrit rapidement son menu. Asuna sauta pour éviter un coup mortel, Klein survécut de justesse à une autre attaque, et Glam Eyes chargea vers Kirito. Kirito bloqua l'attaque de plein fouet et invoqua une deuxième épée. Ses yeux s'aiguisèrent. Sa vitesse a changé. Il a activé le Starburst Stream. Kirito est devenu une traînée, découpant le boss sans arrêt, coup après coup après coup. Des dizaines de coups rapides ont atterri avant que Gleam Eyes ne puisse réagir. Son coup final a déchiré le cœur du monstre, et le boss a explosé en éclats. La fenêtre de victoire est apparue. Kirito s'est effondré, à peine en vie, avec seulement un tout petit peu de PV restant. Un instant, il a entendu Sachi l'appeler. Mais quand sa vision s'est éclaircie, il a vu Asuna le serrer fort dans ses bras, pleurant parce qu'il avait survécu. Klein a remercié Kirito d'avoir sauvé tout le monde et est parti avec son groupe. Une fois seule, Asuna a avoué qu'elle avait été terrifiée. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait si Kirito mourait et a décidé de prendre une pause de ses devoirs de guilde. Plus tard, Kirito a rencontré Agile, qui lui a montré un article sur un joueur battant un boss avec un combo de 50 coups. Tout le monde savait que c'était Kirito. Rika était la seule à connaître sa capacité secrète à 2 épées, mais avant que Kirito ne puisse dire quoi que ce soit, Asuna est arrivé en courant, paniqué. Le chef des chevaliers du serment de sang voulait voir Kirito. Il a dit que Kirito ne pouvait pas enlever Asuna de leur guilde, car elle était leur membre le plus important. Kirito a plaisanté en disant qu'ils auraient être dû choisir un meilleur garde du corps que Kuradiel pour la protéger. Heathcliff s'est excusé pour le comportement de Kuradiel mais a été clair. Asuna ne pouvait pas les quitter si facilement. Il a défié Kirito en duel. Il le voulait. Si Kirito perdait, il rejoindrait la guilde. Kirito a accepté. Le duel a eu lieu au 75e étage. Asuna lui a demandé pourquoi il avait accepté, expliquant que Heathcliff possédait une compétence unique appelée épée sacrée, défense parfaite et défense en unstyle. Personne n'avait jamais vu ses PV descendre dans le jaune, elle pensait qu'il était presque imbattable. Kirito a promis qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Dans l'arène, Heathcliff a dit que le duel serait comme l'examen d'entrée de Kirito. Kirito a accepté, et le combat a commencé. Kirito s'est précipité le premier, attaquant rapidement, mais Heathcliff a tout bloqué avec aisance. Kirito a senti le danger et a reculé. Heathcliff l'a percuté avec son bouclier. Avant que Kirito ne puisse respirer, Heathcliff a frappé à nouveau. Kirito a visé son bouclier, mais Heathcliff l'a paré parfaitement et a même complimenté la vitesse de réaction de Kirito. La foule a applaudi alors qu'ils continuaient de s'affronter.
Kirito a esquivé coup après coup mais n'a pas pu placer un coup net. Il s'est poussé plus vite, mais la défense de Heathcliff était comme un mur. Finalement, Kirito a réussi à égratigner le visage de Heathcliff, la première fois que quelqu'un l'avait blessé. Kirito a activé le Starburst Stream, mais Heathcliff a esquivé et a contré avec un timing parfait. Le duel s'est terminé. Heathcliff a gagné. La foule a applaudi bruyamment. Kirito a fixé le sol, choqué. Il ne comprenait pas comment Heathcliff bougeait si vite, et il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu. Le lendemain matin, Kirito a regardé son nouvel uniforme et a plaisanté avec Asuna en disant qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé pour porter un costume de clown. C'est là qu'il a réalisé qu'il faisait officiellement partie d'une guilde maintenant. Asuna s'est excusée immédiatement, pensant que c'était de sa faute s'il devait la rejoindre. Puis elle a demandé pourquoi il restait toujours à l'écart des guildes et évitait les gens en général. Kirito s'est finalement ouvert. Il lui a dit qu'un an plus tôt, il avait rejoint une petite guilde appelée les Chattes Noires du Clair de Lune. À l'époque, il avait caché son vrai niveau, car il avait peur qu'il le trouve trop fort et le repousse. Il a dit qu'il le traitait comme un membre de leur famille, ce qui rendait le mensonge encore plus lourd. Mais un jour, les membres de la guilde se sont retrouvés piégés dans un donjon. Kirito a essayé de les aider, mais un par un, chaque membre est mort devant lui, il n'a pas pu les sauver. Alors que Kirito se souvenait de ce moment, il s'est effondré, pleurant et se blâmant pour tout. Asuna l'a serré dans ses bras et a promis qu'elle n'allait pas mourir. Elle lui a dit qu'elle resterait juste à ses côtés, quoi qu'il arrive. Le lendemain, l'un des chevaliers, Godfrey, a dit à Kirito qu'il allait lui faire passer un test d'évaluation. Kirito l'a rencontré à la porte ouest, seulement pour voir Kuradiel l'attendre également. Godfrey a dit qu'il voulait qu'ils règlent leurs problèmes. Kuradiel s'est avancé et a fait semblant de s'excuser d'avoir défié Kirito plus tôt. Mais Kirito a senti que quelque chose n'allait pas. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Godfrey leur a ordonné à tous les deux de remettre tous les cristaux qu'ils avaient, y compris les cristaux de téléportation, affirmant que ce test mettrait à l'épreuve leur volonté. Après avoir abandonné leurs objets, les trois se sont enfoncés profondément dans le labyrinthe. Quand ils se sont finalement arrêtés pour une pause, Godfrey a distribué de la nourriture et de l'eau. Kirito a regardé le repas et a souhaité manger la cuisine d'Asuna à la place. Godfrey a bu son eau, mais Kirito a remarqué que Kuradiel n'en buvait pas. La seconde où Kirito a goûté la sienne, il l'a recrachée. C'était empoisonné. Godfrey s'est effondré au sol alors que la paralysie le gagnait. Kirito a réalisé ce qui s'était passé. Kuradiel a commencé à rire. Godfrey a essayé d'utiliser un cristal de guérison, mais Kuradiel l'a repoussé du pied et l'a traité d'inutile. Kuradiel a avoué avoir empoisonné toutes leurs boissons, puis il a commencé à poignarder Godfrey encore et encore, tout en se vantant de la fausse histoire qu'il comptait raconter. Il prétendrait que leur groupe avait été attaqué par le cercueil rieur et qu'il les avait héroïquement repoussés seuls. Les PV de Godfrey sont tombés dans le rouge. Kuradiel l'a poignardé une dernière fois, le tuant instantanément. Kuradiel s'est ensuite tourné vers Kirito avec excitation. Il a dit que Kuradiel aurait dû rejoindre le cercueil rieur car c'était eux qui lui avaient appris les tours de paralysie. Il a poignardé le bras de Kirito, disant que c'était une vengeance pour l'avoir humilié. Il a poignardé la jambe de Kirito, le faisant crier de douleur. Les PV de Kirito chutaient rapidement. Son corps était figé. Son esprit ne cessait de rejouer le visage de Sashi. Sa jauge se rapprochait de plus en plus de zéro. Mais alors il s'est souvenu de la personne qu'il aimait le plus. Quelque chose s'est brisé en lui. Son corps s'est libéré de la paralysie un instant. Poussé entièrement par sa volonté, Kirito a refusé de mourir. Mais Kuradiel a continué d'attaquer. Juste avant le coup final, un éclair de lumière a frappé Kuradiel et l'a projeté au loin. Asuna était arrivée. Elle s'est précipitée vers Kirito et a utilisé le cristal de guérison. Elle surveillait sa position sur la carte et a paniqué lorsque le marqueur de Godfrey a disparu. Elle était soulagée. Kirito était toujours en vie. Kuradiel a essayé de faire une blague pour échapper à la situation, mais Asuna n'a pas ri. Elle lui a lacéré le visage et l'a attaqué sans arrêt, ne lui laissant pas une seule seconde pour parler. Quand Kuradiel a réalisé qu'il perdait, il a supplié pour sa vie. Asuna a hésité un instant. C'était exactement ce qu'il voulait. Il l'a repoussé et a levé son épée. Jusqu'à ce que Kirito saute devant elle et reçoive le coup. D'un seul coup net, Kirito a achevé Kuradiel pour de bon. Asuna s'est figée. Elle a regardé Kirito, horrifiée qu'il ait dû tuer quelqu'un à cause d'elle. Elle lui a pris la main et s'est excusée à plusieurs reprises disant que tout était de sa faute, pleurant en disant qu'elle ne devrait plus le déranger. Kirito l'a doucement attiré plus près et lui a dit que sa vie lui appartenait désormais et qu'il voulait la passer à la protéger. Il lui a demandé de rester avec lui cette nuit-là afin qu'aucun d'eux ne soit seul. Cette nuit-là, ils ont mangé un simple dîner sans viande et se sont assis ensemble dans la cabane tranquille. Quand Asuna s'est levée, elle a essayé de rendre le moment plus romantique, mais Kirito a paniqué car il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Elle a cligné des yeux, confuse, et l'a giflé. Après 2 minutes d'écran noir, Kirito a terminé. Asuna s'est réveillée et a dit à Kirito qu'elle avait fait un rêve où ils ne s'étaient jamais rencontrés et où toute leur vie dans ce monde n'avait jamais eu lieu. Elle a dit qu'elle était soulagée que ce ne soit qu'un rêve. Kirito lui a demandé si elle voulait toujours retourner dans le monde réel. Asuna a dit oui.
Elle voulait retrouver sa vraie vie, mais elle ne voulait pas non plus perdre le temps qu'elle avait passé avec lui. Kirito ressentait la même chose. Il lui a parlé d'un petit village tranquille aux 22 étages, entouré d'arbres et de lacs. Il a dit qu'il voulait y déménager avec elle. Asuna a demandé ce qui se passerait après. Kirito a finalement avoué qu'il voulait l'épouser un jour. Un jour. Ses yeux ont pétillé de bonheur. Le 25 octobre, ils ont acheté la petite cabane en rondin dont ils avaient toujours rêvé. Ils étaient totalement fauchés maintenant, mais Kirito se demandait si leur amour n'existait que dans ce monde virtuel. Asuna s'est fâchée à cette idée, disant que ses sentiments étaient absolument réels. Elle a promis qu'elle n'arrêterait pas d'essayer tant qu'ils n'auraient pas échappé au jeu ensemble. Elle a dit que s'ils s'en sortaient, elle le retrouverait dans le monde réel, et tomberait amoureuse de lui à nouveau. Puis elle l'a embrassé. Plus tard ce jour-là, ils ont marché ensemble dans la forêt. Kirito portait Asuna sur ses épaules, et ils riaient comme des enfants jouant dans les bois. Pour la première fois, ils ne vivaient pas seulement pour survivre, ils vivaient parce qu'ils voulaient être ensemble. Alors qu'Asuna cueillait des fleurs, un homme chauve et potelé les a vus de loin et a fait signe. Kirito a dit à Asuna de bien s'accrocher, puis s'est enfoncé plus profondément dans la forêt. Kirito a dit à Asuna qu'il y avait des rumeurs de fantômes dans cette zone, y compris une histoire sur un menuisier qui avait disparu après avoir été capturé par un esprit de la forêt. Juste au moment où il a terminé, Asuna a remarqué quelqu'un se cachant derrière un arbre. Elle a crié à Kirito de la poser. Elle a utilisé sa vision améliorée et a repéré une figure mystérieuse. Kirito s'est préparé, mais au lieu d'attaquer, la fille s'est effondrée. Quand ils l'ont atteinte, ils ont réalisé qu'elle n'avait pas de curseur de joueur. C'était juste une petite fille inconsciente, toute seule dans SAO. Ils l'ont ramenée à leur cabane. Kirito a réalisé qu'elle n'était pas un PNJ, car les PNJ ne pouvaient pas être déplacés comme ça. Asuna avait l'air inquiète, se demandant si la fille se réveillerait un jour. Toute la nuit, Asuna n'a pas pu se détendre. Elle s'est assise à côté de la petite fille et a murmuré que si elle avait été seule dans ce jeu mortel pendant si longtemps, elle espérait qu'elle se réveillerait enfin demain. Le lendemain matin, Asuna s'est réveillée en sursaut en voyant la petite fille assise dans son lit. Elle a crié le nom de Kirito si fort qu'il a failli tomber de sa chaise. Dès qu'ils se sont calmés, Asuna a doucement demandé à la fille comment elle s'appelait. La fille a cligné des yeux calmement et a dit « Mon nom est Yui ». Asuna lui a demandé si elle se souvenait où étaient ses parents. Mais Yui a secoué la tête. Elle ne se souvenait de rien, ni de sa famille, ni de sa maison, ni de quoi que ce soit avant de se réveiller. Pour la rassurer, Kirito s'est présenté. Mais au lieu de dire Kirito, Yui n'arrêtait pas de l'appeler mon petite. Kirito a ri et lui a dit qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait, du moment qu'elle était à l'aise. Yui l'a pointé du doigt et a dit avec assurance « Papa ». Asuna s'est figé une seconde, puis a explosé de bonheur. « Papa et maman », a dit Yui, serrant Asuna fort dans ses bras. Asuna l'a prise dans ses bras et a demandé « Yui, ma chérie, tu as faim ?» Plus tard ce jour-là, Asuna a préparé un repas pour tout le monde. Yui a regardé les deux assiettes et a dit qu'elle voulait ce que papa mangeait. Kirito a ri mais l'a laissé goûter sa nourriture épicée, se demandant si elle pourrait la supporter. À leur surprise, Yui a dit « C'est délicieux ». Kirito a immédiatement suggéré qu'ils fassent un festin entièrement épicé la prochaine fois. Asuna leur a lancé un regard. « Pas de fête épicée, ça n'arrivera pas », a-t-elle dit. Tous les trois ont ri ensemble. Cette nuit-là, après que Yui se soit endormie, Asuna s'est assise à côté d'elle et a réalisé que Yui agissait comme une petite enfant. Effrayée, confuse et ayant besoin de réconfort, Asuna a dit qu'elle voulait prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se souvienne de tout. Kirito a accepté, mais il a aussi dit qu'il devrait essayer de trouver la vraie famille de Yui dans la ville des commencements. Asuna ne voulait pas l'entendre. Elle était déjà attachée à elle. Kirito lui a tenu la main et a admis qu'il ressentait la même chose. Yui a fait en sorte que leur cabane ressemble à une vraie maison pour la première fois. Pendant que Yui dormait, elle a murmuré « Papa, maman » dans ses rêves. À Halloween, ils sont retournés au tout premier étage de SAO pour la première fois en 2 ans. Yui ne se souvenait toujours de rien de cet endroit. Alors qu'ils traversaient la ville, Kirito et Asuna ont remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait presque pas de joueurs. Les rues étaient vides. Soudain, un cri a résonné d'une ruelle. Une femme désespérée criait à un groupe de soldats en armure, suppliant qu'on lui rende ses enfants. Ces hommes faisaient partie d'un groupe appelé les Chevaliers Alph. Leur chef a exigé qu'elle paie des taxes injustes et a même fait des commentaires dégoûtants sur le fait de la forcer à payer d'autres manières. Avant qu'ils ne puissent finir de parler, Kirito et Asuna ont sauté devant eux. Asuna a dit aux enfants « C'est bon maintenant. Vous êtes en sécurité ». Le chef a refusé de les laisser partir et a sorti son épée. Asuna n'a même pas cligné des yeux. Elle s'est avancée et l'a instantanément projeté au sol. Quand il s'est relevé, elle l'a de nouveau projeté. Les autres hommes ont réalisé qu'ils n'avaient aucune chance et ont commencé à courir. Pendant qu'ils couraient, Yui a soudainement senti quelque chose d'étrange en elle. Elle a tendu la main, puis s'est effondrée. Asuna l'a rattrapée et l'a serrée fort alors que Yui murmurait « Maman, j'ai peur » avant de s'évanouir.
Plus tard ce jour-là, ils ont suivi la femme jusqu'à sa maison, qui s'est avérée être un orphelinat. Asuna a demandé si elle avait déjà vu Yui, mais la femme a dit qu'elle ne l'avait jamais vu, ce qui signifiait que Yui ne venait pas de la ville des commencements. Puis une autre femme est arrivée, son nom était Yulie. À l'intérieur de la maison, Yulie a tout expliqué. Leur chef de guilde, Thinker, avait été trompé par Kibaou. Kibaou a pris le contrôle d'une partie des chevaliers Alph. Il a commencé à intimider et à taxer les joueurs plus faibles. Et Thinker était piégé profondément à l'intérieur d'un donjon de haut niveau. Elle a supplié Kirito et Asuna de l'aider à le retrouver avant qu'il ne meure de faim. Kirito et Asuna ont hésité, pensant que cela pourrait être un piège. Mais Yui a soudainement pris la parole, sa voix glitchant, et a dit que Yulie disait la vérité. Kirito et Asuna ont échangé un regard. Si Yui pouvait détecter les mensonges, alors c'était réel. Ils ont accepté d'aider, mais Yui a insisté pour les accompagner aussi. Quelques minutes plus tard, ils sont entrés dans un donjon. Kirito n'avait jamais vu cela dans la bêta. Yulie pensait que cette zone s'était peu être ouverte après que les étages supérieurs aient été dégagés. Bientôt, des centaines de crapauds géants ont attaqué. Kirito a chargé, les découpant un par un. Yulie a remarqué que Thinker ne bougeait jamais d'un point sur sa carte, ce qui signifiait qu'il devait se cacher dans une zone sûre. Kirito a activé la vision nocturne et a vu une silhouette devant. Yulie a couru en avant, pensant que c'était Thinker, mais Thinker a crié « Yulie, ne t'approche pas !» Kirito a sprinté, la poussant hors du chemin, une faux massive a failli la faucher. Devant eux se tenait la faucheuse. Asuna a crié à Yulie de se cacher dans la zone de sécurité. Kirito a essayé de dire à Asuna de se téléporter, mais la faucheuse les a tous les deux projetés contre un mur. Kirito a perdu la moitié de ses PV instantanément. Son dos était comme écrasé. La faucheuse a levé son arme à nouveau. Alors qu'elle balançait, Yui a sauté entre eux. Kirito lui a crié de courir, mais soudain le système de jeu a affiché quelque chose d'impossible. Objet immortel. Yui a flotté vers le haut comme un esprit lumineux. Elle a invoqué une épée mythique brillante, la plus forte de tout le jeu. Elle l'a balancée une fois, libérant une explosion de feu massive qui a réduit la faucheuse en cendres. Une fois qu'ils se sont échappés dans la zone de sécurité, Yui les a appelés Kirito et Asuna pour la première fois. Elle a dit que ses souvenirs étaient revenus. Elle a tout expliqué. SAO était contrôlé par un système appelé Cardinal. Il gérait le monde entier automatiquement. Il surveillait également la santé mentale, les émotions et le stress des joueurs. Yui était un programme d'IA de santé mentale conçu pour aider les joueurs. Elle n'était pas une vraie joueuse, mais une intelligence artificielle. Elle a dit qu'elle n'était pas censée interagir avec les joueurs du tout. Mais après avoir vu des gens souffrir chaque jour pendant des années, son système a buggé. Ses émotions sont devenues trop fortes. Elle a vu Kirito et Asuna, deux personnes qui avaient encore de l'espoir, et elle a voulu être proche d'eux. Elle a dit qu'elle ne méritait pas ses sentiments parce qu'elle n'était qu'un programme. Kirito s'est agenouillé à côté d'elle et a dit « Tu n'es pas qu'un programme? Que veux-tu » Yui a répondu doucement « Je veux rester avec papa et maman. » Kirito et Asuna l'ont serré fort dans leurs bras. Mais Yui savait qu'il était trop tard. La pièce où il se trouvait était en fait une console d'administration d'urgence, la raison pour laquelle un boss si mortel la gardait. Parce qu'elle avait utilisé des commandes interdites pour protéger Asuna et Kirito, le système l'a détectée comme une erreur et essayait maintenant de la supprimer. Yui les a remerciés de lui avoir donné du bonheur. Elle a dit que les joueurs souriaient toujours plus quand papa et maman étaient là. Elle leur a demandé de continuer à aider les autres à sa place. Asuna a éclaté en sanglots, tenant Yui, et la suppliant de ne pas disparaître. Le corps de Yui est lentement devenu transparent. Elle s'est évanouie dans les bras d'Asuna. Asuna s'est effondrée au sol, pleurant de manière incontrôlable. Mais Kirito a refusé que ce soit la fin. Il a accédé à la console et a piraté le système principal, essayant de sauver même le plus petit morceau de ses données. Une lumière vive l'a projeté en arrière. Asuna s'est précipité vers lui. Kirito a ouvert sa main et lui a montré un petit cristal lumineux, un objet en forme de larme. Il a murmuré « J'ai réussi à sauver son programme central. C'est le cœur de Yui. » Asuna a serré le cristal contre sa poitrine, tremblant en pleurant. C'était le seul morceau de leur fille qui restait. Sur le chemin du retour, Asuna n'arrêtait pas de penser à Yui. Elle a demandé à Kirito ce qu'il adviendrait des données de Yui une fois qu'ils auraient enfin échappé au jeu. Kirito lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a promis à Asuna qu'un jour, quand il retournerait dans le monde réel, il reconstruirait Yui pour qu'il puisse la revoir. Asuna a souri doucement, imaginant le jour où ils pourraient tenir leur fille pour de vrai. Et même s'il ne pouvait pas l'entendre, Yui lui a souhaité silencieusement « Bonne chance, maman ». Les jours passaient, Kirito se sentait agité. Il lui manquait de combattre des monstres, de manier des épées et de courir partout comme avant. Juste à ce moment-là, un vieil homme est entré dans leur endroit paisible et s'est présenté comme Nishida. Il a dit que la pêche était la seule chose qui l'empêchait de perdre la tête dans ce jeu mortel. Même s'il prétendait être un pêcheur expert, sa canne a soudainement attrapé un poisson géant qui a failli le traîner dans le lac. Nishida a également mentionné qu'il travaillait auparavant dans l'entreprise qui avait aidé à construire SAO.
Le vieil homme était triste de ne pas pouvoir savourer le poisson correctement car tout avait un goût fade sans sauce. Kirito a immédiatement réalisé qu'ils avaient la meilleure cuisinière du monde entier assise juste à côté de lui. Asuna s'est avancée et a préparé un délicieux plat de poisson, choquant le vieil homme au-delà des mots. Après le festin, Nishida rayonnait littéralement de bonheur. Pendant qu'il parlait, Asuna a révélé une vérité embarrassante. Kirito n'avait jamais attrapé un seul poisson de sa vie. Nishida a expliqué que le problème n'était pas Kirito, c'était le lac. Ce lac abritait le légendaire roi des poissons. Nishida a dit qu'il avait une fois réussi à faire mordre le poisson géant, mais ses vieux os avaient lâché avant qu'il ne puisse finir le travail, puis il a demandé à Kirito de l'aider à l'attraper. Cette nuit-là, Kirito était allongé sur son lit, se demandant pourquoi il continuait d'attirer les personnes les plus étranges de SAO. Asuna lui a dit d'arrêter de se plaindre et de faire de son mieux. Le lendemain matin, Asuna s'est habillée comme une étrange disciple suivant Kirito, espérant le motiver. Une foule de villageois s'est rassemblée pour regarder. Kirito a jeté l'appât dans l'eau, et tout le monde a regardé le lac en silence. Soudain, la canne a tressailli. Nishida lui a calmement dit d'attendre, de ne pas se précipiter. Puis le roi des poissons a finalement mordu à l'hameçon, et Nishida a tendu la canne à Kirito. Kirito a failli tomber, cette chose était incroyablement lourde, il a tiré de toutes ses forces, mais avant qu'il ne puisse le ramener, le monstre a déchiré la ligne de pêche. Le lac a explosé comme un geyser, un poisson géant a jailli de l'eau et a chargé droit sur eux. Kirito s'est enfui à une vitesse record, criant à Asuna de le sauver comme un enfant impuissant. Asuna, toujours dans la même tenue qu'elle portait depuis 2 semaines, a sauté et a tué le monstre d'un seul coup. Tout le monde dans le village l'a regardé avec admiration. C'était l'éclair Isuna, ont-ils murmuré. Avant que Kirito ne puisse la féliciter, un message est apparu de Heathcliff. Les jours paisibles étaient terminés. Asuna lui a dit qu'il devrait au moins écouter ce que Heathcliff voulait, mais aucun d'eux n'a réalisé qu'ils quittaient leur maison pour la dernière fois. Avant leur départ, Nishida est venu les saluer. Il a dit que c'était la première fois qu'il rencontrait des frontliners et a admis qu'il avait complètement renoncé à terminer le jeu il y a longtemps. Il se traitait de pathétique. Asuna le réconforta, lui disant qu'elle avait ressenti la même chose, comme si ses jours lui étaient volés à l'intérieur de SAO. Mais ensuite, elle rencontra un gars insouciant, endormi sous un arbre, qui lui dit que le temps d'Aincrad était parfait et qu'il ne voulait pas le gâcher enfermé dans un donjon. Après avoir passé du temps avec ce garçon, elle comprit enfin. Même au sein d'un monde piégé, il y avait des instants qui valaient la peine d'être vécus. Nishida sourit et leur souhaita un retour en toute sécurité. Il leur fit un signe de la main alors qu'ils se téléportaient, ne les revoyant plus jamais. Au quartier général des Chevaliers du Serment de Sang, ils apprirent une terrible nouvelle. L'équipe de reconnaissance avait été entièrement anéantie. Heathcliff expliqua qu'une fois ces hommes entrés dans la salle du boss, les portes avaient disparu. Lorsque les portes réapparurent, chaque soldat était déjà mort. Aucune piste, aucun corps, aucun signe du boss. Heathcliff déclara que le jeu ne pouvait plus être pris à la légère et qu'il s'attendait à ce que Kirito combatte à leur côté. Plus tard, alors qu'ils attendaient le début de la bataille, Kirito prit Asuna à part. Il lui demanda si elle pouvait rester en retrait du raid contre le boss. Sa voix tremblait, il avait peur. Asuna ne comprenait pas. Il lui dit que si quelque chose lui arrivait, il ne voulait pas qu'elle soit là pour le voir. Elle lui répondit que s'il ne revenait pas, elle boirait du jus de pêche seule, ce qui le fit paniquer encore plus. Kirito voulait lui prendre la main, s'enfuir et ne jamais regarder en arrière. Il voulait vivre avec elle pour toujours dans les bois près du lac. Asuna ressentait la même chose, mais elle lui dit alors quelque chose qui lui brisa le cœur. Quelques jours après le début de SAO, chaque joueur fut déconnecté de son internet domestique. C'est à ce moment-là que leurs vrais corps furent transférés dans des hôpitaux. Des machines respiraient pour eux, des infirmières les nourrissaient. Leur corps physique ne pouvait pas survivre ainsi éternellement. Même s'ils se cachaient pour toujours à l'intérieur de SAO, leur corps réel finirait par mourir. Kirito comprit enfin. Il ne devait pas seulement terminer le jeu, il faisait une course contre la montre. Asuna commença à pleurer. Elle lui dit qu'elle voulait le rencontrer dans le monde réel. Elle voulait le serrer dans ses bras, l'aimer et l'épouser pour de vrai. Kirito lui promit qu'ils s'en sortiraient ensemble. Quelques heures plus tard, ils se téléportèrent sur la place où tous les joueurs de première ligne se rassemblaient. Ils virent Klein et Agile les attendre. Kirito savait déjà une chose avec certitude. Agile ne se joignait pas à eux par héroïsme. Il était là pour s'enrichir ou mourir en essayant. Avant qu'il n'entre dans la chambre finale, Heathcliff se tint devant tout le monde et répéta le plan de bataille comme un professeur préparant sa classe à un examen. Il semblait nerveux. Il ne s'agitait pas, mais son visage était tendu, comme s'il s'attendait à quelque chose d'horrible. Elle lui toucha légèrement le bras et lui dit qu'elle le protégerait quoi qu'il arrive. Kirito promit qu'il la protégerait aussi. Même s'il devait se battre jusqu'à son dernier souffle, Heathcliff poussa les portes géantes et tout le monde se précipita à l'intérieur. Mais au moment où la dernière personne franchit le seuil, les portes géantes se refermèrent violemment derrière eux et s'estompèrent lentement comme si elles n'avaient jamais existé.
La pièce entière était vide et silencieuse, et l'atmosphère semblait étrange, presque comme si la pièce elle-même les observait. Asuna entendit un étrange craquement venant d'en haut. Quand elle leva les yeux, son cœur rata un battement. Quelque chose d'énorme rampait au plafond. Les autres suivirent son regard et le virent enfin. C'était le faucheur crâne, un monstre squelettique géant avec d'énormes faux en guise de bras. La créature ressemblait au boss final de l'enfer lui-même. Le monstre plongea vers eux comme une météorite. Heathcliff ordonna instantanément à tout le monde de se disperser, mais 2 joueurs se figèrent de peur. Avant qu'ils ne puissent bouger, le faucheur crâne les trancha tous les deux en un seul coup. Le reste du groupe réalisa qu'ils étaient à quelques secondes de les rejoindre s'ils ne se battaient pas correctement. Le faucheur crâne se précipita de nouveau. Heathcliff bloqua à peine sa première attaque alors que des étincelles volaient partout. Derrière lui, le monstre déchira d'autres joueurs comme s'il n'était rien. Agile cria de peur, se demandant comment quiconque pourrait s'approcher suffisamment pour porter ne serait-ce qu'un seul coup. Kirito sauta pour protéger l'un des chevaliers et réalisa enfin à quel point cette chose était incroyablement forte. Ils ne combattaient pas seulement un boss d'étage, ils affrontaient un cauchemar devenu réalité. Heathcliff bloqua une autre frappe mortelle, et Asuna fonça à la vitesse de l'éclair. Sa lame traversa le monstre, le faisant reculer un peu. Les membres de la guilde haletèrent, réalisant que le monstre tressaillait réellement. Cela signifiait qu'ils pouvaient le vaincre s'ils attaquaient tous ensemble. Ils chargèrent et tailladèrent ses os de toutes les directions. Mais le faucheur crâne balança sa queue comme un fouet et élimina instantanément d'autres joueurs. Même avec tout le monde qui attaquait, les PV du monstre diminuaient à peine. Kirito commença à douter qu'il puisse réellement gagner. Malgré tout, tout le monde repartit pour un deuxième assaut. Heathcliff encaissa une autre attaque. Klein poignarda le monstre dans les côtes et Agile porta un lourd coup de hache. Kirito et Asuna travaillaient parfaitement ensemble, esquivant, bloquant, frappant. 2 autres hommes tentèrent de poignarder ses os. L'un mourut instantanément. Finalement, Heathcliff le vit, les PV du monstre étaient presque à 0. Il hurla à tout le monde d'attaquer avec tout ce qu'ils avaient. Toute l'équipe se précipita, frappant sans arrêt. Le faucheur crâne poussa un dernier hurlement, avant de s'effondrer en poussière tandis que le système les félicitait. Tout le monde s'écroula d'épuisement. 14 personnes étaient mortes, et il restait encore 25 étages à parcourir, puis Kirito remarqua quelque chose d'étrange. La barre de PV de Heathcliff était toujours complètement verte, pas même une égratignure. Kirito se souvint à quel point Heathcliff avait réagi plus vite que n'importe quel humain ne le devrait. Quelque chose fit tilt dans son esprit, et une pensée glaçante se forma. Il frappa Heathcliff. Heathcliff ne subit aucun dégât. Une fenêtre pop-up apparut au-dessus de lui. Objet immortel. Tout le monde se figea alors que Kirito prononçait le nom à voix haute. Kayaba Akihiko, le créateur du jeu de la mort. L'homme qui les avait tous piégés. Il était Heathcliff depuis le début. Heathcliff sourit et l'admit. Il dit qu'il était toujours censé être le boss final au 100e étage. Il attendait de combattre le joueur doté de la compétence double lame. Mais l'histoire changea une fois que Kirito l'eut démasqué plus tôt que prévu. L'un des vice-commandants tenta de l'attaquer de rage, mais Heathcliff se téléporta instantanément, laissant le gars le visage contre le sol. Puis Heathcliff paralysa tout le monde d'un claquement de doigts, les figeant comme des statues, tous sauf Kirito. Il proposa un marché à Kirito, un duel. Si Kirito gagnait, Heathcliff désactiverait son immortalité et SAO prendrait fin instantanément. Chaque joueur se déconnecterait. Asuna supplia Kirito de ne pas accepter, mais Kirito ne pouvait pas reculer. Pas après tout ce qu'il avait vu et perdu. Il remercia Agile de l'avoir toujours aidé. Il s'excusa auprès de Klein de l'avoir abandonné le premier jour. Et puis il regarda Asuna. Il dit à Heathcliff sa dernière condition, si je perds, assure-toi qu'Asuna ne puisse pas mettre fin à ses jours. Heathcliff accepta et ajusta sa barre de PV à celle de Kirito. Le duel commença. Kirito chargea, frappant avec force. Heathcliff bloqua chaque coup sans effort. Kirito esquiva chaque attaque de justesse, mais il ne parvenait toujours pas à percer la défense de l'homme. Heathcliff connaissait chaque mouvement que Kirito ferait car c'était lui qui avait créé le style de double maniement. Kirito continua de chercher une ouverture. Il frappa encore et encore jusqu'à ce que la sueur brouille sa vision. Heathcliff coupa la joue de Kirito et le repoussa. Désespéré, Kirito activa le Starburst Stream, son combo le plus puissant. Mais Heathcliff sourit, disant que Kirito manquerait d'endurance avant que le combo ne soit terminé. Lors de la dernière frappe, l'épée de Kirito se brisa. Heathcliff porta le coup fatal. Mais Asuna sauta entre eux. Son corps fut instantanément détruit en particules lumineuses. Kirito rattrapa sa forme s'évanouissant, incapable de respirer. Elle disparut dans ses bras, souriant doucement avant de s'évanouir pour toujours. Kirito s'effondra. Il ne se souciait plus de vivre. Heathcliff le poignarda en pleine poitrine, achevant le duel. L'écran de fin de partie apparut, et le corps de Kirito se brisa en particules. Pendant un instant, puis quelque chose d'impossible se produisit. Ces particules se reformèrent. Il se releva. Il n'avait plus de barre de vie, plus de système, juste sa volonté. Il murmura « Je n'ai pas encore fini ». Il s'élança et poignarda Heathcliff en plein cœur.
Tous deux explosèrent en une lumière aveuglante et disparurent, mettant fin à tout. Le 7 novembre 2024 à 14h55, Sword Art Online fut terminé et tout le monde fut libéré. Kirito se réveilla flottant au-dessus des vestiges d'un crâne. Tout en dessous de lui se brisait comme du verre. Il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. C'était Asuna. Elle se précipita vers lui et le serra aussi fort qu'elle le put. Ils s'embrassèrent, flottant dans le ciel vide tandis que leur foyer s'effondrait. Kayaba apparut à leur côté et observa calmement le monde s'effriter, disant que c'était magnifique. Kirito lui demanda pourquoi il avait fait tout cela, pourquoi il avait tué 4000 joueurs. Kayaba répondit qu'il ne se souvenait même plus de la raison. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il voulait créer un monde qui briserait les règles de la réalité. Mais quelqu'un avait brisé les règles de son monde. Kirito et Asuna. Il les félicita puis s'évanouit pour toujours. Un crâne tomba. Alors que le monde s'effondrait, Asuna demanda à Kirito son vrai nom, Kirigaya Kazuto. Il dit « J'ai 16 ans ». Elle sourit et dit « Yuki Asuna ». 17 ans. Puis sa voix commença à s'estomper. Elle s'excusa, disant qu'elle avait promis de le rencontrer dans le monde réel, de l'aimer et de l'épouser pour de vrai. Mais elle ne savait plus si elle le pourrait. Kirito pleura et tendit la main vers elle, mais le monde disparut. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Regardez la suivante et prenez soin de vous.